C'est une grâce pour nous de pouvoir avoir un petit temps pour échanger sur ce que le Seigneur nous permet d'avoir en termes d'équipement, parce que ce sont des outils qui sont nécessaires quand on est en communauté, pas seulement quand on est à l'église, mais dans toutes les sphères où nous sommes appelés à intervenir. C'est vraiment important d'avoir des arguments euh, pour pouvoir tenir une conversation, une discussion, mais surtout pour nous permettre de pouvoir, en fait, en quelque sorte, imposer notre point de vue. Alors, que ce soit un point de vue qui soit construit, dans l'idéal, c'est peut-être mieux. Pourquoi? Parce que, bah, comme on dit, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Donc, c'est important que si on peut amener la lumière, tant qu'à faire, bah, c'est de pouvoir procéder par des outils que le Seigneur nous donne tout simplement. Je me suis posé tout de suite la question, en fait, quand Chris, tu m'avais demandé d'intervenir sur la dialectique, je me suis dit, alors c'est un sujet qui est très philosophique, est-ce que, est-ce qu'il y a un intérêt quelque part? Mais j'ai à peine pris du temps pour prier que j'ai compris qu'il y avait un intérêt extraordinaire sur le sujet. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on se rend compte qu'on a beaucoup de mal à, à nous exprimer. Alors, quand je dis exprimer, il ne s'agit pas simplement de pouvoir avoir un raisonnement. Il s'agit de donner un raisonnement cohérent, mais surtout ce qu'on appelle un raisonnement logique. La logique est quelque chose aujourd'hui qui manque énormément à notre condition. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on ne prend pas le temps de la construire, mais surtout qu'on ne l'aligne pas sur nos pensées. Parce que parfois, on a des idées, nous avons de très bonnes idées, simplement nous n'arrivons pas à l'implémenter, à pouvoir le proposer à ceux qui sont nos interlocuteurs. Et donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important et pertinent de pouvoir avoir ces sujets. Alors, il y a la prise de parole en public qu'on a eu, par la grâce de Dieu, l'opportunité de faire il y a un petit mois. Mais au-delà de la prise de parole en public, on peut, dans un premier temps, dans un cercle beaucoup plus restreint, simplement pouvoir tenir une conversation, partir des prémices et arriver à des conclusions de manière à pouvoir se faire entendre et surtout se faire comprendre. Je, j'aime beaucoup ce que fait Chris et j'aime beaucoup ce que fait cette plateforme parce que ça a l'air anodin en fait. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas le cas, pourquoi? Parce que nous avons étudié, on a eu la grâce d'étudier, sauf que dès qu'on démarre nos contrats, nos fonctions ou nos missions sous le couvert d'une entreprise, en tant que salarié ou en tant que patron, on est très vite emporté euh, par le résultat, ce qui fait qu'on oublie qu'avant le résultat, il y a certaines choses à mettre en place. Vous avez une finalité, mais avant la finalité, il y a des étapes, il y a des objectifs. Et c'est exactement le même procédé quand on est dans le langage. C'est-à-dire que d'un point de vue technique, quand on veut expliquer un projet, voilà, on pense aux objectifs et à la finalité. Donc les objectifs s'entendent les étapes, et bien évidemment la finalité au bout. C'est exactement le même procédé quand on est en langage. Dans la communication, il faut être en mesure de partir de certains éléments construits en fonction de ce qu'on peut apporter comme éclaircissement, notamment nous à l'Église, ce qu'on appelle un témoignage, à l'extérieur, en droit, ce qu'on peut appeler preuve, et ensuite arriver à une conclusion. La dialectique est un sujet qui est très intéressant, extrêmement intéressant, mais je pense qu'on ne connaît pas beaucoup, ou du moins qu'on n'a pas pris, bien évidemment, la peine d'étudier, parce que, évidemment, ce sont des sujets qui apparaissent plutôt pour ceux qui choisissent des filières littéraires ou des filières plutôt qui vont résulter des sciences humaines. Alors, euh, donc ici, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, expliquer la dialectique peut être une bonne chose, mais je pense qu'il faut qu'on puisse l'utiliser de manière, alors, pas ludique non plus, on ne va pas faire du temps à jouer,
mais c'est que ce soit une sorte d'échange où on permettra de voir quels sont les éléments qui permettent de dire que nous sommes dans un contexte de dialectique et quels sont les autres contextes de langage et de communication. Donc, j'attire vraiment votre attention sur le fait que c'est un atelier pour nous permettre de comprendre quand on prend la parole, que ce soit en public ou que ce soit dans la sphère privée ou dans le cercle familial, l'idée de pouvoir apporter un éclaircissement, amener quelque chose, éclairer un esprit. C'est vraiment important pour nous. Nous sommes à l'église et nous avons malheureusement parfois la possibilité de pouvoir apporter notre expertise sur d'autres sujets autres que ce qui concerne la parole de Dieu. Sur la dialectique, ce que je vais proposer, en fait, j'ai une définition voilà, qu'on va construire tous ensemble, mais surtout, je vais essayer de vous amener d'autres éléments que nous avons l'habitude d'utiliser afin d'éliminer ce qui va nous polluer en quelque sorte la construction du raisonnement sur l'atelier de ce soir qu'est la dialectique. Euh, si je peux commencer une définition, euh, je partirai d'abord sur ce qu'on appelle le raisonnement dialectique. Qu'est-ce que c'est que le raisonnement dialectique? On peut considérer, en partant de l'étymologie du mot dialectique, donc qui est tiré du grec, qui est dialectike, lequel on fait attention effectivement à laisser l'accent circonflexe sur le dernier E. Donc, dialectike qui veut dire en fait traverser de part et d'autre par le langage. Donc, vous voyez, ça veut dire que le langage est en mouvement. Il part d'une étape pour arriver à une finalité. C'est ce que j'ai dit. Pour ceux qui, parmi nous, sont, par exemple, chefs de projet, ou du moins qui savent ce que c'est qu'un projet, ils savent très bien qu'on part d'une étape, on a des objectifs par des temps de passage et on arrive à la conclusion. Donc, c'est exactement la même chose pour la dialectique. Donc, du grec dialectique, partir d'une étape, aller de part en part, par le langage ou par la raison. Donc, s'il s'agit d'une discussion, du grec dia, donc c'est pour ça qu'on parle de dialectique, à travers le legain. Le legain, c'est parler. Legain, parler. Et donc, étymologiquement, et dans le langage courant, la dialectique désigne l'art de la discussion. Vous voyez, art de la discussion, on peut rajouter art de l'argumentation. Voilà, quand on a la possibilité de pouvoir argumenter son idée. C'est-à-dire que ce sont des méthodes qu'on va mettre en œuvre en vue de démontrer, en vue de réfuter, en vue de convaincre son auditorat. Son auditoire. En philosophie, parce que euh, vous allez comprendre que la dialectique est un sujet qui est surtout centré sur, j'avais parlé des sciences humaines, mais très prononcé en philosophie, on verra, en politique, en droit, notamment en droit constitutionnel. Donc, c'est un mode de raisonnement. Vous voyez, un mode de questionnement et d'interprétation qui consiste à analyser la réalité en confrontant des idées, en confrontant des opinions et en confrontant aussi des thèses. Vous voyez, donc j'insiste sur le mot thèse parce qu'on reviendra là-dessus. Donc, tous ces éléments-là qui sont en apparence contradictoires. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Alors, n'hésitez surtout pas, Raphaëla, Axel, n'hésitez surtout pas à m'interpeller si vous voulez que je revienne sur un point ou sur un élément. OK, donc je continue. Donc, en apparence, des thèses, des idées, des opinions qui ont l'air divergentes donc, vont permettre de construire le raisonnement dialectique. Voilà. J'ai pour habitude de dire, quand je fais un cours sur ce point-là, que le résultat, en fait, n'est rien sans son devenir, parce qu'il ne s'agit pas de trouver un résultat. Et il faut l'utiliser derrière. C'est la subtilité de la dialectique. Okay. La dialectique s'appuie sur des contradictions pour montrer qu'elles sont en fait reliées
par des relations de complémentarité. Vous voyez, des relations d'interdépendance, des relations d'identité, vous voyez, de ces éléments-là. Et surtout, c'est que la dialectique tente de faire émerger une nouvelle proposition. Voilà, ce que j'appellerais des thèses. Vous voyez? Et ces thèses-là vont permettre de résoudre ou d'expliciter des contradictions initiales. Euh, pour schématiser, quand on parle de dialectique, on sait tout de suite qu'on a une thèse. Vous êtes toujours avec moi là? N'hésitez Oui, pas, oui, hein. oui, code. Voilà. Donc, on a une thèse. Ensuite, on a une antithèse. Les deux vont se rejoindre et on arrive à la synthèse. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un argumentaire qui est en mouvement, donc qui va d'une étape à l'autre. La dialectique est une méthode de raisonnement qui a pris plusieurs formes au cours des siècles. Alors, on revient bien évidemment dans le registre philosophique surtout, et on va citer par exemple Socrate. Socrate, voilà, philosophe grec, je pense que tout le monde connaît. La dialectique, pour qui la dialectique est l'art d'accoucher les esprits. Donc, ce que lui a appelé la maïeutique également, et, et qui conduit l'interlocuteur à découvrir la connaissance vraie qu'il porte en lui. Vous voyez? Donc, c'est surtout pour Socrate une manière de jouer d'ironie, donc de fausse naïveté, et en posant d'habiles questions, il laisse son interlocuteur s'enfermer dans ses contradictions, puis va l'emmener petit à petit à prendre conscience de ses erreurs de jugement. Donc ça, c'est chez Socrate. Chez son filleul, en quelque sorte, donc Platon, la dialectique est l'art de la discussion, donc c'est ce qui rejoint le plus le raisonnement littéraire et littéral également. Donc la discussion du dialogue en tant que moyen et qui permet de s'élever euh, au-dessus des connaissances qui sont sensibles. Ou ici, je parle de sensibles, c'est-à-dire qui sont perçues par les sens. Vous voyez? Et donc, les idées, la réalité absolue, le monde intelligent, intelligible, les modèles philosophiques, hein, et le monde idéal également, on est plutôt sur de la politique. Euh, et au Moyen-Âge, donc là, on a quitté le milieu philosophique pur et dur antique, et au Moyen-Âge, on décrit la dialectique comme une logique, mais une logique formelle. Une logique formelle, j'ai parlé tout de suite de formelle en logique mathématique, par opposition à la rhétorique. Et en fait, la rhétorique, vous devez comprendre qu'il s'agit de l'art d'enseigner dans les universités. La rhétorique, voilà, les belles phrases, les belles paroles. Vous avez sans doute entendu parler des philosophes des Lumières qui, eux, étaient des maîtres dans l'art d'enchaîner, bien évidemment, des phrases bien construites, des phrases avec des mots qui, aujourd'hui, malheureusement, ne font plus partie du langage courant et qui restent encore très, très, très centrés dans des milieux, des milieux académiques ou, voilà, ou des milieux universitaires. On a Hegel. Hegel, Hegel, je pense que vous connaissez également, donc socialiste. On est 18e siècle, 19e. Pour Hegel, la dialectique exprime la structure contradictoire de la réalité. Je vais essayer de mettre ces phrases-là. Je pense que ça peut vous aider à mieux cerner également. Alors, si je le mets dans la file de discussion, c'est bon, Chris? Oui, c'est bon. Alors, si je fais ça. Je ne sais pas si tout le monde arrive à le voir. C'est bon? Pour moi, c'est bon. OK, très bien. Et je ne sais pas si vous voyez Raphaël et Axel.
Oui, je vois. Très bien. Alors, donc pour Hegel, la dialectique exprime la structure contradictoire de la réalité. La progression de la pensée dans son raisonnement, dans son cheminement plutôt, attention, dans son cheminement, euh, la progression de la pensée reconnaît l'imbrication des contradictions. Donc, j'ai parlé de thèse, j'ai parlé d'antithèse, mais surtout révèle un principe d'union. Donc, la thèse, l'antithèse vont se rejoindre dans la troisième partie qui va être la synthèse. Sauf qu'en fait, il faut ici voir la synthèse comme un élément qui va dépasser les deux premiers éléments qui sont la thèse et l'antithèse. D'accord? D'accord. OK. Donc, on a Hegel. Qui dit Hegel, alors on va dire Gobineau. Qui dit Gobineau, on va dire Karl Marx. Pareil, je pense que vous connaissez le manifeste. Karl Marx a utilisé la méthode de Hegel dans sa conception matérialiste de l'histoire. On parle de matérialisme historique, donc ce qui fut élargi plus tard dans le matérialisme dialectique. Donc là, on est vraiment sur Karl Marx, mais il faut comprendre aussi par là que Karl Marx est quelque part un fils, en quelque sorte, de l'école Hegel. Et nous avons la dialectique héristique. Alors, héristique, c'est quoi? C'est cette dialectique qui est utilisée dès l'Antiquité par les sophistes. On revient encore un peu sur la philosophie. Sophocle, l'école Sophocle. Et c'est une thèse, enfin une dialectique qui s'attache surtout à l'efficacité des arguments. Donc, on insiste vraiment ici sur la pertinence des choix qu'on fait pour pouvoir argumenter son raisonnement. Et la dialectique heuristique est définie et développée par Arthur Schopenhauer. Je ne sais pas si vous voyez, Schopenhauer, pareil, philosophe autrichien, dans son livre qui est La dialectique heuristique. Là, c'est en fait un sujet d'étude même au doctorat pour ceux qui sont en philosophie ou même ceux qui sont en théologie. Donc, la dialectique heuristique est un élément qui est à l'étude. Donc, présenté comme l'art d'avoir toujours raison. Vous voyez, il y a certains politiques qui ont vraiment insisté sur cet élément-là dans leur construction de personnages politiques. Donc, c'est toujours avoir raison, c'est-à-dire que le dernier mot lui revient, bien évidemment en utilisant même la langue de bois. Alors, on est totalement loin de la rhétorique comme définie dès le départ, qui est l'enchaînement des belles phrases. Mais en politique, donc ici, l'objectif est d'atteindre entre guillemets, la victoire linguistique en quelque sorte. Et donc voilà, l'art d'avoir toujours raison. Cette forme de dialectique ne cherche pas la connaissance, mais à faire croire à un interlocuteur ou à un public que l'on a raison, quel que soit celui qui détient la vérité. Vous voyez? Alors, je vais le mettre Oui. dialectique heuristique. Dialectique heuristique. Je vais rajouter. Voilà, j'espère que tout le monde voit là. Oui, c'est bon, je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon? OK. Oui. Alors, il faut savoir que les critiques de la dialectique portent surtout sur le fait qu'elle détournerait l'esprit de l'observation scientifique et qu'elle serait un procédé dogmatique. Alors, est-ce que ça vous parle, en quelque sorte? C'est là où, quelque part, on se rejoint pour nous qui sommes chrétiens. Voilà, on dit que la dialectique porte sur le fait qu'elle détournerait l'esprit de l'observation scientifique. Donc, elle serait un procédé dogmatique. Dogmatique qui veut dire ici en train d'épouser une autre version que celle que définit la science. Ou alors d'être dans l'argumentaire, mais surtout dans l'acceptation d'une idée qui est préconçue de manière scientifique, mais qui veut être imposée comme une pensée unique. Le raisonnement dialectique
consiste ici, il faut bien le comprendre, à examiner les arguments qui sont favorables, examiner les arguments qui sont défavorables à une thèse contradictoire ou à une thèse opposée, ce qu'on appelle une antithèse, afin d'aboutir à une proposition. Et la proposition, c'est la synthèse, ce qui essaierait de dépasser la contradiction et qui va apporter quelque chose de nouveau par rapport aux deux points de vue initiaux. Je vais vous mettre ça. Alors, alors c'est ça. Donc, le raisonnement dialectique, donc, il consiste à ces arguments favorables ou défavorables, donc à une thèse ou à une thèse contradictoire ou opposée pour aboutir à une proposition qui est la synthèse. Donc, ce qui essaie, comme je disais, de dépasser les contradictions et d'apporter un élément nouveau. Maintenant, par élimination, je vais vous donner quelques autres types de raisonnements qui permettent de recentrer la dialectique. Donc, il y a par exemple ce qu'on appelle l'argumentation. Je pense que tout le monde connaît l'argumentation du latin argumentatio, donc qui veut dire apporter, amener des éléments. Vous voyez? Donc, l'argumentation, c'est l'action d'argumenter, c'est surtout amener des arguments visant à convaincre sur un sujet précis. Si je prends la parole de Dieu au travers de la Bible apporte des éléments, mais n'est pas dans l'argumentation. On est dans l'enseignement. Mais pourquoi est-ce que je parle de la parole de Dieu? C'est qu'en fait, vous allez, dans chaque verset, comprendre que le verset qui va suivre va être un éclaircissement du verset précédent. On est, alors, pas dans toute la Bible, mais dans une grande partie des livres qui constituent la Bible, vous allez avoir cette disposition linguistique, si je peux l'appeler comme ça, qui permettront de pouvoir comprendre le précédent. Donc, on est dans l'argumentation. Alors, l'argumentation donc, amène des éléments de preuve. Donc, on est un peu dans le droit là. Et c'est également ce qui va pouvoir amener ce qu'on appelle des prémices et qui vont inciter les interlocuteurs à accepter la validité d'une affirmation. Vous voyez? Bon, je reste toujours sur les versets bibliques. OK? Donc, on est clairement dans l'argumentation. Mais attention, on est sur des faits, parce que la Bible, ce n'est pas juste un texte littéraire. Ce sont des faits de la vie du Christ, ce sont des faits de l'Ancien Testament, de la vie de Moïse, de Pharaon, de David, d'Élie, voilà, tous les prophètes, tous les personnages bibliques que nous connaissons au travers des 66 livres. En synonyme d'argumentation, vous avez argument, argumentaire, enfin, bref. Donc, l'idée ici est de convaincre. On n'amène pas des éléments différents. On prend des éléments factuels. Donc là, on est sur l'argumentation. Et l'art d'argumenter, qui s'intéresse à la description et à la critique des techniques de communication destinées à provoquer et à accroître l'adhésion de l'interlocuteur au point de vue qui lui est présenté. Donc, on est clairement dans un objectif linéaire. Et l'argumentation peut être jugée bonne s'il s'agit de ce qu'on appelle le paralogisme, je ne sais pas si vous connaissez, donc une argumentation qui est très, très bonne, sans pour autant être nécessairement convaincante. C'est ce qu'on appelle un paralogisme. OK? Et donc, ce sont avec des éléments de l'interlocuteur, à travers, par exemple, ce qu'on appelle les préjugés ou la culture. Vous voyez? Mais c'est également aussi parfois un résumé des mauvaises connaissances d'un domaine
ou d'une culture. Alors, on est dans l'inverse là, bien sûr. Donc, les mauvaises connaissances de ce domaine ou des règles de logique, donc logique mathématique, mauvaise connaissance des contradictions avec des conclusions, avec de l'aveuglement. Donc, chercher à embarquer quelqu'un dans un argumentaire où il comprend rien, ce qui est malheureusement encore beaucoup le cas en politique, que ce soit ici en Europe ou dans nos pays d'origine en Afrique. Donc, on a souvent cette situation-là. C'est-à-dire qu'en fait, on veut nous faire comprendre certaines choses, mais aujourd'hui, on a clairement euh, une capacité à comprendre que de ce dont il s'agit. Voilà, on est plutôt sur de l'enfumage, donc je ne vais pas rentrer trop dans ces détails-là. Il faut comprendre ici argumentation comme contraire, ou on va dire plutôt opposé à persuasion. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la persuasion fait appel à des sentiments. Vous voyez? Donc on va être dans le... Oui, je cherche absolument à amener la personne dans mon sens, donc je vais chercher des... Je vais opter pour un parcours linguistique plutôt sentimental. Voilà, qui va plutôt s'inscrire sur la sensibilité, à la sensibilité de l'interlocuteur, donc qui va chercher à convaincre en faisant appel parfois à un raisonnement ou à la compréhension, hein, tout simplement. Mais argumentation contraire à persuasion. OK? Et l'argumentation, attention, est aussi à mettre de côté par rapport à la démonstration. Je ne sais pas si vous me suivez toujours, Axel. On a parlé de dialectique. Je vous ai expliqué très rapidement ce que c'est, et je vous ai dit, Oui, oui. voilà, D'accord. on va éliminer ce qui peut nous empêcher de comprendre ce que c'est que la dialectique. Vous voyez? Donc, on fait bien attention. La dialectique, ce n'est pas de l'argumentation. La dialectique, ce n'est pas de la persuasion. Ça peut être de la démonstration, mais l'argumentation doit être distinguée de la démonstration. La dialectique également va être distinguée de la démonstration. Pourquoi? Parce que la démonstration a un seul bloc. Donc, j'ai des éléments, j'amène un résultat. Sauf qu'on avait expliqué que la dialectique, on est sur deux éléments qui amènent une troisième, un troisième. Donc, on est sur la thèse, l'antithèse qui converge vers la synthèse. L'argumentation, en fait, va plutôt faire appel à la véracité d'une affirmation ou d'une loi scientifique, au moyen d'un enchaînement de raisonnements déductifs rigoureux, de raisonnement logique. Vous voyez, l'argumentation va aussi être distinguée de la manipulation. On n'est pas dedans. La manipulation, c'est là où on va chercher à fausser la réalité ou à influencer l'interlocuteur sans que ne s'exerce son libre arbitre. Vous voyez, là, on est sur des versants beaucoup plus, voilà, beaucoup plus nuancés par rapport au bon sens. Vous voyez, on a la contre-argumentation. La contre-argumentation, c'est l'action qui consiste à répondre aux arguments favorables. Donc, on peut ici considérer que l'argumentation va retrouver des similitudes dans la dialectique. Pourquoi? Parce qu'on va avoir thèse, antithèse et synthèse. Mais en termes de blocs, sauf qu'ici, si on parle d'argumentation et de contre-argumentation, donc on va retrouver le schéma de thèse et antithèse. Par contre, il n'y a pas de synthèse. Vous voyez? Et ensuite, on a ce qu'on appelle le raisonnement. Le raisonnement, donc, qui dérive de raisonner, lui-même qui dérive de raison, est issu du latin ratio. Ratio, raison, considération, raisonnement, argumentation, comme on venait de dire. Donc, ce qui est fondé sur la raison. Le raisonnement est l'action ou la faculté de raisonner, dans l'exercice de la pensée qui va être l'exercice de la pensée ou
la faculté de raisonner. Donc, l'exercice de la pensée, la manière de l'exercer, se traduit par la capacité à analyser le réel et à le comprendre. Donc, la capacité à percevoir les réalités, percevoir la relation entre les êtres et les objets. C'est aussi la capacité de connaître, de juger, de convaincre. Donc, le raisonnement, c'est quand vous êtes, par exemple, dans un domaine, votre domaine de prédilection, vous êtes un expert dans un domaine et que vous apportez des éléments de construction pour votre public ou pour une assistance avec lesquels vous avez des éléments. Un médecin légiste qui arrive avec des conclusions d'une enquête euh, de prélèvement après une autopsie, donc, va amener ce qu'on appelle un raisonnement scientifique, au même titre qu'un géomètre, au même titre qu'un mathématicien. Le raisonnement désigne le processus cognitif par lequel on relie des propositions, euh, on relie des faits, on relie des arguments, on relie des jugements qui s'enchaînent, pour en déduire une nouvelle proposition appelée conclusion. Voilà. Donc ici, on utilise des principes de la logique. Oui, donc des principes de la logique. Donc, le raisonnement, c'est donc l'ensemble des arguments qui sont utilisés dans une discussion ou un discours dans le but de convaincre, de démontrer, de prouver quelque chose, de prouver un fait, de prouver un élément, des éléments de langage. Euh, on a ensuite ce qu'on appelle l'inférence. L'inférence, je peux la définir comme, enfin, l'étymologie, c'est inféro. Inféro, c'est mettre en avant, produire, montrer, alléguer ou conclure, si on veut. Le verbe inférer signifie tirer une conclusion ou une conséquence. Je vais également vous la mettre. Inférer. Euh, voilà, inférer. Inférence. Alors, donc, l'inférence, c'est l'action d'inférer et le résultat qui en découle, donc également appelé inférence. Donc, c'est si je peux le définir comme ça, une opération mentale qui serait basée sur tout raisonnement. Donc, elle permet de passer d'un principe à une conclusion, de passer d'une ou plusieurs affirmations considérées comme vraies à une nouvelle affirmation en utilisant un système de règles qui permet de créer un lien entre elles et de considérer la nouvelle comme vraie. Je vais prendre l'exemple d'un sémiologue, philosophe américain, Charles Sanders, euh, milieu 19e, qui distingue trois éléments qui constituent le fondement du raisonnement élémentaire. Donc, il y a la déduction, l'induction et l'abduction. Alors, je vais, si je peux le mettre, induction, déduction, Est-ce que jusqu'ici, ça va? Oui, ça va. Très bien. Oui. OK. Donc, voilà. Donc, il explique le fondement du raisonnement élémentaire par ces trois éléments. Donc, la déduction, l'induction et l'abduction. En branche pragmatique, linguistique, si je peux le dire comme ça, qui s'intéresse aux éléments de langage, la notion d'inférence est élargie aux activités de la vie quotidienne. En réalité, c'est ça. Donc, c'est un mécanisme cognitif par lequel le récepteur d'un message interprète.
Voilà, vous êtes là, je fais un exposé sur la dialectique, donc vous recevez. Et donc, ce mécanisme cognitif par lequel euh, vous recevez mon message et qui vous permet d'interpréter voilà, afin d'avoir un contenu euh, proposition, voilà, qui va vous permettre de mieux comprendre et de donner une signification à tout ce que je vous donne par rapport à tous les éléments, chaque élément que je vais énoncer. Ici, dans toute situation d'inférence, le récepteur du message fait intervenir des éléments de contexte, contexte intra, contexte extra, extra-textuel, hein, quand je parle de intra et extra-textuel, on est ce qu'on appelle factuel d'habitude. Voilà, donc c'est l'inverse. Et qui sont issus à la fois de l'entourage, donc l'entourage linguistique, également donc les éléments qu'on a dans nos acquis, et l'univers des références on peut avoir quand on va faire des recherches, notamment quand vous allez sur Google, vous allez sur Wikipédia, vous allez sur Encyclopédia Universalis, donc tous ces éléments-là, les références que vous allez chercher pour pouvoir apporter une réponse à votre exemple, à à votre recherche. Si je dis au mois d'août, bon, on est en octobre, au mois d'octobre, une colonne de camions de pompiers quitte la ville. Vous voyez, une colonne de camions de pompiers quitte la ville, toute sirène hurlante. J'en conclus qu'ils vont éteindre un incendie de forêt. C'est un exemple. Hein. Au mois d'octobre, une colonne de camions de pompiers quitte la ville, toute sirène hurlante. J'en conclus qu'ils vont éteindre un incendie de forêt. Oui, là, on est dans un exemple clair d'inférence. Donc, l'inférence ne nécessite pas le raisonnement, enfin, ne nécessite pas que le raisonnement soit solide pour en être un, donc pour être un exemple, pas nécessaire. Je prends un exemple. Voir un homme politique mis en examen et en déduire que toute la classe politique est corrompue, c'est ce qu'on appelle une inférence. Même si ça paraît abusif. Hein. Vous voyez, on ne peut pas dire que toute la classe politique en Côte d'Ivoire, elle est corrompue. Enfin, moi, je ne me permettrai pas de le dire. Encore moins si je prends un autre exemple. Bon, je ne vais pas aller trop titiller mes amis du Mali, mais voilà, par exemple. Et on va distinguer deux types d'inférences. Donc, il y a ce qu'on appelle l'inférence immédiate, là où la conclusion ne découle que d'un seul exemple, un prémisse. Si je vais donner un exemple, je vais dire le sol est humide, donc il a plu. Vous voyez? Donc là, il s'agit d'une inférence immédiate. Le sol est humide, donc il a plu. Et vous avez l'inférence médiate, pas immédiate, mais médiate. Là, la conclusion découle d'au moins deux prémices. Et quelle est la situation où on a deux prémices? Ça va être ce qu'on appelle le syllogisme. Bon, je ne voulais pas trop insister sur la partie syllogisme, mais je ne sais pas si vous pouvez me donner un exemple de syllogisme, si vous en avez. Je vais essayer. Oui, Euh, tous les hommes sont mortels. oui. Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Excusez-moi, j'ai un petit peu une petite toux, oui. Tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme. La conclusion, Donc Socrate est mortel. donc Socrate est mortel. Bon, c'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple parce que bah, on est généralement en philosophie, il s'agit de l'exemple qui est le plus souvent utilisé. On va dire un autre exemple, euh, tous les animaux sont des
tous les mammifères sont des animaux. Vous voyez? La baleine est un mammifère. Quelqu'un peut me faire la conclusion? Si quelqu'un veut bien me faire la conclusion. J'ai pas bien entendu. Tu as dit quoi, la banane? La baleine. La Ah, baleine, la la baleine. baleine. La baleine. Donc, la baleine est un animal. Donc la baleine, oui, c'est ça. Donc la baleine est un animal. Voilà. Donc le syllogisme va partir de deux prémices pour arriver à ce qu'on appelle une conclusion. Vous voyez? Oui. Est-ce que ça paraît clair pour tout le monde? Oui, oui. Ok, très bien. Très bien. On revient du coup sur la dialectique, sur la dialectique. Donc, les éléments qu'on a vus, que ce soit l'inférence, le syllogisme, l'argumentation, voilà, sont des éléments qu'on doit mettre de côté pour mieux comprendre ce qu'est la dialectique. Le plan dialectique appartient au type de plan qu'on appelle par confrontation. Vous voyez? Donc, quand on parle de thèse, ensuite on a l'antithèse, et à la fin, on arrive à la synthèse. Et il est donc constitué de trois parties. Donc, il y a une nuance à faire quand ce que je donne comme élément, on parle de dialectique quand on est à l'écrit, mais c'est également la même chose quand on est à l'oral. C'est ce que Chris mettait dans le groupe. L'idée ici, c'est de surtout comprendre, en fait, à chaque fois qu'on a l'opportunité de prendre la parole, de pouvoir construire son argumentaire, de construire son raisonnement pour pouvoir arriver dans une situation de dialectique à convaincre son interlocuteur. OK? Donc, on peut très bien le faire à l'écrit, mais ça arrive également très souvent à l'oral. Si vous prenez l'habitude d'écouter des hommes politiques quand ils sont dans un discours, par exemple, vous allez très rapidement vous rendre compte qu'ils sont dans la dialectique. Et là, on parle clairement de dialectique pure et dure. Donc, trois parties. Il ne faut surtout pas l'oublier, donc dans la dialectique, thèse, antithèse, synthèse. Les deux premières explorent deux points de vue possibles. Jusque-là, vous voyez, dans la partie thèse, donc dans la thèse, pour. Donc le pour est dans la partie thèse. Le contre est dans la partie antithèse. Et bien évidemment, vous avez la dernière partie de votre argumentaire, qui est la partie bilan, on va dire en quelque sorte, de la thèse et de l'antithèse. Et cette partie qui est un paragraphe bilan propose cette synthèse pour dégager le point de vue final. Oui, c'est le but, hein. C'est le but, c'est ce que je disais, que si vous avez une finalité qui a pas de... Si vous avez un résultat et que derrière, il n'y a pas de finalité, ce résultat ne vous mènera nulle part. Il faut pouvoir tirer la conclusion. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Oui, oui. Cette dernière Oui. partie, donc la synthèse, donc, nous permet de comprendre qu'est-ce que vous avez comme notion utile dans ce que vous dites et est-ce que dans ce que vous dites, vous avez des conseils pratiques. Est-ce que vous avez des points de vue qui vont sortir sur une problématique? Parce que c'est ce qu'il faut. On va essayer de partir sur un sujet. J'ai essayé de prendre un sujet et on va essayer de le construire ensemble pour voir comment on peut faire un plan sur le modèle dialectique. Je vais le mettre.
Euh, alors, j'ai mis un sujet. Qu'est-ce qui peut le lire, s'il vous plaît? Bon, pas Chris, hein. Est-il juste d'affirmer que Nelson et Winnie sont des personnages qui sont résignés à leur sort? Euh, Très bien, merci. Merci, Axel. Là, j'ai mis un sujet, ce que nous on appelle au lycée sujet de dissertation. Vous voyez, très souvent, on part sur des citations des auteurs pour nous exercer sur la dialectique. Alors ici, je mets un sujet qui est plutôt politique. Je ne sais pas si vous avez reconnu les personnages. Oui, oui. Bravo, très bien. Bravo, Axel. Donc, il s'agit de Nelson Mandela, de Winnie Mandela. Alors, est-il juste d'affirmer que Nelson et Winnie sont des personnages qui sont résignés à leur sort? Voilà, donc là, c'est un sujet qui peut, de prime abord comme ça, du moins à première vue, paraître un sujet où on se dit, oula, on n'a pas d'éléments, on n'a aucun élément. Mais puisque vous connaissez le personnage, vous connaissez le contexte de l'occupation de l'apartheid jusqu'à la libération, alors oui, la libération, mais surtout l'après-libération, le mandat présidentiel jusqu'au décès de Nelson Mandela. Là, on prend, on s'inscrit dans le contexte du mouvement de l'apartheid à son paroxysme. On est dans les années 76-80. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi, euh, les massacres à Soweto, le massacre à Sharpeville en 76. Donc, on est dans ce registre-là où Nelson Mandela était en prison. Il était totalement en exil. Et Winnie essayait de maintenir la veille sur le parti de l'African National Congress, l'ANC, pour pouvoir essayer d'avoir cette voix, de porter la voix de ceux qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Là, on parle des Noirs. Donc, est-il juste d'affirmer que Nelson et Winnie sont des personnages qui sont résignés à leur sort? Vous voyez, Mandela est en prison. Enfin, Nelson est en prison. Winnie fait le maquis. Donc, elle est voilà, obligée toujours de se cacher parce que si elle se montre, elle va finir au frais comme son mari. Donc, ici, on a un sujet sur lequel on doit travailler et on va pouvoir construire un plan pour comprendre la définition, enfin, du moins la typologie d'un sujet à trois plans, donc sujet de dialectique. Donc, si on veut construire un plan, on va commencer par, alors je laisse la partie introduction, conclusion, hein. On est toujours là? Oui, OK, très bien. Donc, première partie. Automatiquement, quelle va être cette première partie? la thèse. Voilà, donc c'est la thèse. Donc, selon le modèle dialectique, donc si je veux faire une version détaillée, je vais proposer en première partie, donc grand 1, je vais mettre la thèse. Voilà, donc première partie, grand 1, la thèse. Jusque-là, c'est bon. Donc ici, Oui, la thèse, ça va être l'ensemble des arguments qui vont aller dans le sens de Winnie et Nelson, personnages résignés. On est toujours là? oui, Oui, Très oui, bien. oui. Très bien. Et dans cette partie, on va mettre un petit A, un petit B.
que peut constituer le petit a, le petit b? Euh, Peut-être montrer que Petit A, montrer que Nelson est un personnage résigné, Oui, des preuves, et Petit B, des preuves également pour Winnie. Je sais pas. alors c'est ça. Donc, petit a, on va mettre, on va parler de Nelson et montrer que Nelson est un personnage résigné. Et petit b, on va parler de Winnie. Donc, pour la même chose, rester dans cet argument qui ne peut pas, on l'a bien entendu, qui ne peut pas être un argument contraire, donc du fait que Winnie est également un personnage résigné. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Oui. Très bien. Oui. Sauf que ici, vous allez avoir une nuance. Il va falloir faire très attention donc, au corps de ce que vous allez donner. Donc, votre argumentaire, si vous voulez, vous avez la thèse. Dans cette thèse, vous avez une partie A, vous avez une partie B. Il faut que la taille de la partie A soit exactement, alors quand vous dites exactement, on n'est pas à 2-3 mots près, bien évidemment, mais c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une partie A avec 10 lignes et une partie B avec 2 lignes ou 3 lignes. Vous voyez, vous allez tout de suite créer un déséquilibre au niveau du raisonnement. Est-ce que ça vous va? Oui, oui. Très bien. Je vais mettre par exemple en A, Chris, si tu veux bien mettre dans le chat, donc sur la partie A, donc qui concerne Nelson, on va mettre son séjour en prison. Voilà, son séjour en prison. Au moment où je parle, donc on est dans les années 76-80, il est malade. Donc, il n'est pas tout à fait sûr de survivre à son séjour en prison. Donc, on va mettre la maladie. À ce moment, Nelson est malade. Voilà, donc la maladie. On va également rajouter, par exemple, allez, oui, bon, on peut ne pas le mettre, mais on peut considérer que le fait qu'il soit en prison, prison très éloignée, bien évidemment, avec aucune possibilité de s'échapper, puisqu'il est sur une île, et donc ça va générer de l'angoisse. Donc il y a cette partie angoisse. Alors, on peut mettre en toute petite parenthèse angoisse. Voilà. Après, on peut ne pas l'intégrer, mais c'est un exemple. Et sur la partie B, on a Winnie. Winnie n'est pas en prison. Winnie, à ce moment-là, n'est pas malade. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en ce qui concerne Winnie? On va mettre son travail, par exemple. Parce qu'elle n'est pas, alors, elle a un travail, mais elle ne peut pas l'honorer. Pourquoi? Parce que la police campe devant chez son employeur pour pouvoir la récupérer dès qu'elle se présentera. Donc, on va mettre son travail. Voilà. Donc, ça génère, ça génère des difficultés. On va mettre son travail. On va mettre son employeur aussi. Parce que malgré tout, l'employeur n'est pas disposé à l'aider. Ça peut être un élément employeur, voilà, son employeur. Et on peut aussi parler de l'angoisse. Voilà, on peut aussi parler de l'angoisse. Donc, vous voyez, on a grand 1, thèse. Donc, partie A, Nelson. Partie B, Winnie. Et donc, dans l'argumentaire, on va avoir
la même quantité d'éléments dans la partie A que dans la partie B. Est-ce que c'est bon, Axel? Oui, oui, oui. Axel, très bien. Donc, on a fait une partie. 1, thèse, donc argument court. On va dire que ce sont des personnages résignés. Et on va faire une partie 2. Donc, la partie 2, donc, logiquement, c'est la partie La antithèse. partie 2, oui, antithèse. Voilà, antithèse. Donc, qui va constituer les éléments ou du moins les arguments qui sont des arguments qui sont contre. Et les arguments contre, on va aller chercher des personnages révoltés. Vous voyez? Parce que résigné, derrière, peut constituer un sentiment de révolte. Donc, on est dans l'antithèse, donc à l'opposé de la thèse. Le sujet, on revient, est-il juste d'affirmer que Nelson et Winnie sont des personnages qui sont résignés à leur sort? Est-ce qu'en temps normal, une personne qui est résignée est une personne révoltée? Vous êtes toujours avec moi? Oui. Ben, on réfléchit. Comment? Il dit, je réfléchis. Ah, d'accord, ok. Donc, quand tu pourrais reposer la question. Oui, donc je disais que si on revient sur le sujet, est-il juste d'affirmer que Nelson et Winnie sont des personnages qui sont résignés à leur sort? On a parlé de la prison. Pour Nelson, on a parlé de la maladie. Est-ce que pour vous, ce sentiment de résignation peut générer une révolte? Selon moi, c'est possible. Parce que là, on a Nelson qui était en prison, certes. Lui, il ne pouvait pas sortir, mais Winnie, qui, Oui, qui est, on va dire, en quelque sorte, un peu libre, avait la possibilité de pouvoir revendiquer, être en révolte, peut-être dans les idées, peut-être même amener les personnes à... Bon, en fait, je vais dire, je ne sais pas comment éclaircir mon idée, mhm. mais susciter cette pensée de révolte en des militants. D'accord. Ok. Euh, Bon, oui, Chris, tu voulais rajouter quelque chose? bon. Après, je pense qu'une personne résignée n'est pas forcément une personne révoltée, hein, Mhm, mhm. puisque c'est vraiment contraire. Voilà. C'est l'opposé. Oui, c'est totalement l'opposé. Alors, ce que disait Axel, ça peut se comprendre, mais ça se comprend dans notre logique où on se dit, on est dans une période où voilà, il y a l'apartheid avec des répressions en permanence, des assassinats de masse. Et en fait, à un moment donné, la population va se révolter. Mais on ne parle pas de la population, on parle de Nelson là. Il est en prison. Il se révolte ou pas, il est en prison. Winnie, elle est obligée de se cacher parce que si elle se montre, elle se fait rafler. Donc ici, la résignation va avoir tendance à maintenir la personne dans ce sentiment. Sauf que dans la dialectique, on va chercher l'opposé de la première partie. L'opposé de la première partie, donc la thèse, est ce qu'on appelle l'antithèse. C'est une figure de style. Et j'avais expliqué hein, quand j'avais commencé, dialectique, très bien, voilà ce que c'est. Et je vous ai dit, attention à argumentaire, à l'argumentation, attention à la démonstration. Donc, ce sont des éléments beaucoup plus scientifiques ou qui vont essayer d'aller rejoindre la logique. Sauf que dans la dialectique, ce n'est pas forcément la logique. C'est bon? Oui. Très bien. Oui. Antithèse, donc contre-argument, personnage révolté, on reprend, donc petit a et petit b. Alors, petit a, on va dire, on va mettre Winnie. Alors, on va mettre Winnie en premier.
On peut très bien intervertir, ce n'est pas le problème. À partir du moment où on a la même taille de texte, donc on met un petit a Winnie. Voilà, très bien, petit a Winnie. On avait commencé par Nelson ou Neves, là? Oui, c'est ce que je disais. En fait, on peut très bien commencer par l'autre à partir du moment où on a la même taille d'argumentation. D'accord. On peut très bien inverser. Mais on peut aussi garder le même raisonnement. C'est pas gênant. OK, donc on va mettre Winnie en A, donc sur la partie antithèse. On va mettre, par exemple, Winnie, on va mettre une fuite en permanence. La fuite permanente. A, la fuite permanente. Voilà, la fuite permanente. On va mettre en exemple, alors en exemple, entre parenthèses plutôt. On va mettre entre parenthèses son refuge. Enfin, c'est cachette, quoi. C'est cachette. C'est cachette. On va mettre également sa violence imaginaire. Pourquoi? Parce que elle essaye de monter quelque chose. Elle essaye de réveiller la révolte, mais c'est très difficile parce qu'elle ne peut pas se montrer. OK. Et donc ici, on a un élément enfin, on a un bloc qui nous permet d'avoir deux éléments. Et on va mettre en petit b Nelson. Donc pour Winnie, on avait mis la fuite permanente. Pour Nelson, on va mettre euh, un désespoir un désespoir qui s'exprime crûment. Voilà, un désespoir qui s'exprime crûment. Un désespoir qui s'exprime, j'ai pas Crûment, entendu. de manière crue. Ah, crûment. Ouais, crûment, ouais. Voilà, un désespoir qui s'exprime crûment. Ici, on va voir sa détresse parce qu'il est en prison, il ne peut pas faire grand-chose. Il y a ses amis, Steven Biko, Walter Sizoulou, Oliver Tambo, qui sont à l'extérieur, enfin, donc qui sont dehors, mais qui sont en résidence surveillée. Donc, il ne peut pas faire grand-chose. En quelque sorte, la tête de l'ANC a été coupée. Ils ont besoin de pouvoir exprimer leur, leur mouvement et leur révolte. Sauf que ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ils sont muselés. Vous voyez? Un désespoir qui s'exprime crûment. Donc, la détresse, la révolte, on peut dire l'indignation. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Le besoin de libération. Enfin, bon, voilà. Et donc, il y a tous ces éléments-là, mais on ne va pas tous les aligner. Pourquoi? Parce qu'on va déséquilibrer le raisonnement avec la première partie, la partie A qui va concerner Winnie. OK? Donc, indignation, besoin de libération. Voilà, besoin de libération. Très bien, merci Chris. Vous voyez, donc ici, on arrive en quelque sorte au terme du deuxième bloc, donc la deuxième partie qui va être la partie antithèse. On a fait thèse, antithèse. Donc on a dit que la dialectique, c'est de partir de ces deux éléments-là pour converger vers la synthèse. Donc la synthèse, comment est-ce on peut la définir ici? Est-ce que quelqu'un peut, je ne dis pas de définir avec tout un paragraphe, pour essayer d'imager, de schématiser?
Comment est-ce qu'on peut comprendre la synthèse? Si quelqu'un veut s'essayer. Alors, je peux dire, par exemple, que la synthèse ici, ça va être l'examen du pour et du contre. Donc, la synthèse ici, ça va être comment je vais emmener la partie, la première, donc la thèse, et la partie, la seconde, l'antithèse, à s'épouser pour faire une troisième partie qui va être la synthèse. Ici, il faut faire attention, on n'est pas dans la conclusion. Thèse, antithèse, synthèse. Si vous êtes dans un argumentaire écrit, ce n'est pas la conclusion. À l'oral, ça peut être la conclusion. Vous voyez ou pas? Si vous êtes là, Oui, oui, oui. très bien, Oui. très bien. Et donc, dans la synthèse, combien de parties est-ce qu'on peut avoir? Comme dans la partie thèse et la partie antithèse, la partie synthèse va également comporter deux parties. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je dis qu'attention, D'accord. ce n'est pas la conclusion. D'accord? Donc, la partie synthèse, donc, petite a, on va mettre Winnie ou Nelson. Petit a Nelson, on va mettre Nelson, euh, un personnage divisé, un personnage en conflit. Voilà, synthèse. Partie A, Nelson. Voilà, un personnage divisé. On peut mettre divisé. Voilà, divisé par un conflit. Le conflit, ça va être la volonté de sortir, d'aller se battre. Donc, pour la condition des Noirs en Afrique du Sud. Mais également la réalité de ce qu'il est en prison. Vous voyez? Donc, il est tiraillé sur ces deux sentiments. Voilà, très bien. Un personnage divisé, ça suffira. Et on va mettre en B. En B, on va mettre Winnie. Winnie également. Donc, ici, on va retrouver aussi cette division. Pourquoi? Parce que Winnie, comme on l'avait mis dans la première partie, donc la fuite en permanence, les cachettes, ce besoin de s'exprimer, mais en même temps, la réalité qui fait qu'elle ne peut pas trop se montrer, elle ne peut pas aller sur son lieu de travail, elle ne peut pas circuler librement parce qu'elle est traquée. Et la partie antithèse, où voilà, il y a euh, ce besoin de s'exprimer, ce besoin de l'indignation et le besoin de s'exprimer pour la cause de l'ANC. Donc, il y a également un conflit sur Winnie dans la partie synthèse. Et donc, il faut réussir dans cette partie-là, et j'insiste vraiment, ce n'est pas la conclusion, pour réussir dans cette partie, à faire un examen du pour, je suis pour, et contre, je suis contre. Et faire un bloc qui constituera cette synthèse. D'accord. OK? Ok. Voilà. Ce qu'il faut retenir, alors bien évidemment, quand on parle de communication, il est bien entendu qu'ici, on vous laisse la possibilité de communiquer. C'est que vous n'êtes pas dans un débat contradictoire ou un débat houleux parce que vous êtes dans des revendications salariales
ou parce que vous êtes carrément dans une sorte de gestion de conflit. Là, clairement, on ne va pas vous laisser arriver avec des thèses, des antithèses, des synthèses, des conclusions. Non, on ne va pas vous laisser faire tout ça, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Donc, si vous êtes dans une posture de dialectique, donc il faut automatiquement retenir les trois parties. Donc, la partie thèse, la partie antithèse et la partie synthèse. Donc, toujours faire en sorte d'avoir ces trois parties-là de manière en quelque sorte géographique similaire. OK. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Non, pour moi, ça va. OK. Axel, Raphaëlla? Mon coach, moi, en fait, ce que je voulais savoir, c'est que bon, Oui. tout ce que nous sommes en train de faire, parlons de thèse, antithèse et puis synthèse. Lorsque nous sommes dans un débat, Oui. maintenant, bon, à mon sens, qui n'est pas étendu sur une longue durée, Oui. comment, comment capter ces trois éléments-là? Moi, je pense que je me demande, la question que je voulais poser, est-ce que c'est possible d'aller directement à la synthèse? Est-ce que c'est possible d'aller à la... Synthèse directement. Alors, qu'est-ce qui t'amènera à la synthèse? Bon, si j'ai réussi à identifier bon, la thèse et l'antithèse, Oui, sauf qu'en vu communication... qu'on n'a pas assez de temps, on n'a pas Oui, assez de temps pour débattre. oui, C'est dans ce cas de figure-là d'accord. que je me retrouve. J'avais expliqué au départ, dans la partie entre guillemets introductive, que la dialectique, en fait, c'est la communication ou le langage en mouvement. Donc, on va des étapes à une conclusion. Vous voyez? Donc, si vous avez, par exemple, une minute simplement, 1 ou 2 minutes pour raisonner, vous avez la possibilité, dans ces 2 minutes-là, d'énoncer un élément, d'énoncer un autre et de faire une conclusion. Je prends un exemple. Hein. Je prends un exemple. Axel, vous suivez l'actualité là. Oui. Bon, très bien. Les drapeaux russes au Burkina. Sans aller dans, sans aller dans la, sans aller, sans aller dans la politique, sans aller dans la politique politicienne. On n'est pas partisan comment il s'appelle déjà, Traoré, je crois, Ibrahim Traoré. Voilà, Ouais, voilà. capitaine. Ouais, capitaine, voilà, capitaine Traoré. On n'est pas partisan de capitaine Traoré. On n'est pas partisan de. Alors, on ne peut pas dire Poutine, hein, parce qu'en réalité, ce n'est pas Poutine, c'est comment il s'appelle? Yevgeny Prigogine qui gère tout ça là-bas. C'est Poutine, il n'y a pas de temps. Mhm. Voilà. Euh, Mhm. on dit par exemple les drapeaux russes au Burkina. On te demande thèse, antithèse, synthèse en quelques mots. Simplement. En quelques mots, dans un premier temps, il y a l'idée qui me vient, Oui, c'est que la junte au pouvoir voudrait coopérer avec la Russie. Je ne sais pas si je suis clair. là, c'est la thèse. Je prends ça comme... Mhm. Bon, la thèse, je me dis que la Russie est derrière toutes ces manigances. Très bien. OK. Maintenant, l'antithèse, je dirais que c'est peut-être la junte au pouvoir qui veut manifester son désir de coopérer avec la Russie. Mhm. Oui. Et la synthèse. Maintenant, la synthèse, là, je suis un peu perdu. Mais c'est très bien. Hein. Reprends la thèse. La thèse, selon des idées, on dirait que ceux qui sont, on va dire, à la base de toutes ces manifestations, c'est la Russie. Voilà. La Russie est derrière le mouvement de révolte au Burkina. Très bien. Ça, c'est la thèse. Maintenant, l'antithèse, c'est contrairement à l'idée que ce soit la Russie, c'est peut-être l'agent au pouvoir même qui manifeste son désir de coopérer avec la Avec la Russie. OK. Russie. Donc, synthèse. Là, tu as deux bons éléments. Hein. Ouais. Euh, je peux peut-être évoquer un peu
je vais dire peut-être la difficulté, Oui. la difficulté d'atteindre ses objectifs. C'est-à-dire, si c'est la jeune qui désire coopérer avec la Russie. Et puis maintenant, revenir par la suite, dire que c'est une bonne chose de coopérer avec, c'est-à-dire un pays de sa volonté. Bon, je ne sais pas si, en fait, je ne suis pas habitué à faire la synthèse parce que nous, dans notre programme, il a été supprimé. Oui. Donc, ça fait qu'on faisait que D'accord. thèse, antithèse. Alors, tu vois, ce que tu as fait, c'est ce qu'on appelle le raisonnement. Ah, yeah. Ça, c'est le raisonnement. Ah, d'accord. Tu vois, pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, tu vas être dans une posture linéaire. On n'arrive pas à décaler les contradictions qui vont amener à la synthèse. Vous voyez? D'accord. Très bien. Donc, on revient, les drapeaux russes au Burkina. Donc, les drapeaux russes sont brandis par des jeunes. Donc, c'est la jeunesse qui manifeste sa révolte. D'accord? Oui. Donc, ça, la thèse, les jeunes manifestent leur révolte. OK. Antithèse, tu peux très bien dire que les Russes instrumentalisent la jeunesse burkinabé. Là, on a inversé. Là. La première partie, on a parlé des jeunes. Donc, les acteurs, ce sont les jeunes. Dans la partie antithèse, ce sont les Russes qui sont les acteurs. D'accord. Tu vois? Je ne sais pas si ça te parle un peu. Oui, oui, ça me passe. Voilà. En fait, il faut réussir à faire cette opposition-là sans forcément que ce soit frontal entre les deux. La première thèse, enfin la partie thèse, donc les jeunes qui brandissent les drapeaux, donc la jeunesse exprime son ras-le-bol, son envie de rejoindre un autre partenaire. Voilà, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Hein. Voilà, eux, ils veulent choisir leur partenaire. Bon, bref. Et de l'autre côté, on va dire, oui, mais c'est les Russes. Les Russes qui instrumentalisent derrière. On n'est pas dans le même schéma. Hein. Oui, oui. Voilà. Sauf que dans la synthèse, tu vas faire rejoindre les deux. Comment Et donc, dans la synthèse, on peut construire le raisonnement selon lequel la jeunesse fait un appel aux Russes pour sa liberté. Ah, d'accord, d'accord. Je ne sais pas si tu vois. Oui, oui. Alors, est-ce que Chris est avec nous? Oui, mais en fait, je me pose une question. Oui. Si on considère en tout cas le cas de figure que tu as donné, Oui. n'est-ce pas prendre position dans l'antithèse? Parce que là, disons, l'antithèse, ça peut être, je sais pas, hein, la position qu'on a, une vue de l'esprit, si on va. En fait, qu'est-ce qui nous permet de pouvoir aboutir au fait à cette antithèse? Il faut faire attention à. J'avais bien défini, quand je parlais de raisonnement, le raisonnement, c'est prendre position. Jusque-là, c'est bon? Oui. Le raisonnement, c'est prendre position. Mais ici, je parle de les jeunes. Les acteurs ici, ce sont les acteurs dans la thèse, ce sont les jeunes. Les acteurs dans l'antithèse, ce sont les Russes. En fait, à aucun moment, on prend position ni dans la thèse, ni dans l'antithèse. D'accord, mais l'exemple qu'on avait vu, il y avait au fait manipulation. Laquelle? Lequel exemple? Celui de Winnie? De Nelson et Winnie? Non, non, dans l'exemple qu'on avait vu tout à l'heure, on avait parlé de manipulation.
lequel exemple là Je crois que ça doit être l'exemple d'Axel. Je crois que ça a changé carrément. Puisque là, la thèse, après, lorsque tu as repris, Ah, tu, oui, d'accord. tu as parlé simplement d'acteur. Tu n'as pas parlé de. En fait, il plus associé à manipulation au niveau D'accord, de oui. l'antithèse pour les Russes. Mhm. En fait, la thèse, c'était lorsque tu as pris le relais, parce Oui, qu'au départ, il y avait Axel qui avait proposé une thèse oui, et une antithèse. Et oui. lorsque tu as refait la thèse, tu as Mhm. parlé d'acteurs, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Donc, C'est ça. les acteurs, c'était les jeunes Oui, les jeunes qui Ivoiriens. manifestaient leur désir de Oui, liberté. voilà. Et l'antithèse, les acteurs, c'était les Russes. Mais en C'était fait, les c'était Russes. quoi, justement? Ce Les, qui était les, associé. c'est quoi j'ai pas entendu la fin. Je sais pas, vous m'entendez pas bien? Non, là, c'est bon, là, c'est bon. Ok, donc je disais, Oui, dans la thèse, les acteurs, ce sont les jeunes. Et on avait dit comme ça que les jeunes manifestaient leur désir de liberté. oui, Ça, c'était au niveau de la thèse. c'est Dans ça, l'antithèse, on a parlé des Russes comme acteurs. bien sûr. Et en fait, je voulais connaître ce qui était associé aux Russes. En fait, euh, ce point, on n'a pas vraiment évoqué. Ah, dans la partie antithèse, donc ce sont Oui, les Russes qui instrumentalisent les jeunes. justement. En fait, donc, c'est ça que moi, je n'ai pas compris au niveau de l'antithèse, qu'on dise qu'au fait, les jeunes font appel aux Russes Oui, euh, pour pouvoir, je crois, Là, c'est la synthèse. oui, justement, c'est la synthèse. Donc, mhm. en fait, la synthèse telle que ça a été évoqué, je n'ai pas bien compris pourquoi on a abouti au fait à cette synthèse, parce que j'ai l'impression que c'est comme si on prenait déjà position Ah, mais en donnant une telle synthèse. l'idée de la synthèse, c'est de Mm. réussir à joindre la thèse et l'antithèse. Je ne sais pas si tu me suis là. Donc, l'idée de la Oui, bien sûr. synthèse est de joindre la thèse et l'antithèse. Donc, dans la thèse, donc, il y a l'acteur, c'est le jeune, enfin, les acteurs, ce sont les jeunes. Dans l'antithèse, les acteurs, ce sont les Russes. Et donc, dans la synthèse, on va, on va, on va joindre les deux pour pouvoir avoir la synthèse sur les deux premières parties. Mais en fait, on ne prend pas position. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, on ne dit pas déjà parmi les acteurs de la thèse que les jeunes sont avec les Russes. Non. Je ne sais pas si tu me suis. Donc, dans la thèse, on ne dit pas que les jeunes sont avec les Russes. Les jeunes brandissent des drapeaux, mais c'est surtout que les jeunes aspirent à choisir leur partenaire. Bon, ils brandissent le drapeau russe. On a compris ils veulent choisir ils veulent choisir les Russes. Dans l'antithèse, on dit que les Russes instrumentalisent les jeunes. Maintenant, on va faire la synthèse où on va joindre les deux acteurs. Chris? Oui. En fait, j'ai compris ce point. C'est juste Ah, que je n'avais pas d'accord. compris pourquoi on avait trouvé au fait Ah cette non, mais parce antithèse, que cette synthèse. oui, non, mais le raisonnement d'Axel, en fait, ce n'était pas un mauvais raisonnement. Mais ce que je disais, c'est que, enfin, c'était pas mauvais. Ce que je disais, c'est que Axel, c'était un raisonnement. C'était pas de la dialectique. C'était un raisonnement. Pourquoi? Parce qu'on trouvait une légitimation de ce qui se passait entre les jeunes qui brandissaient le drapeau et les Russes qui instrumentalisaient ces jeunes. Alors que nous, on n'est pas du tout dedans. Parce qu'en fait, l'idée de la dialectique n'est pas de prendre position, finalement. D'accord. Ah ouais, c'est bon, ça, c'est compris. Vous voyez? Pour prendre position, c'est un raisonnement, c'est un argumentaire. Mais la dialectique n'est pas là pour prendre position. La dialectique est là pour enseigner, informer, éclairer. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, Ah oui, oui, oui. Voilà. Je pense que vous avez remarqué, aujourd'hui, on parle beaucoup de narratif, on parle beaucoup de rhétorique. Alors, entre tous ceux qui, voilà, c'est plus un exemple politique intérieur, enfin intérieur, politique en Europe.
où beaucoup de personnes apparaissent comme des experts et souvent vont avoir qu'une seule idée, une seule pensée. Ils définissent que la même ligne directrice. Vous voyez, là, on n'est pas du tout dans la dialectique. Mais ça peut apparaître comme une dialectique. Mais on est dans un argumentaire qui cherche à, à consoler en quelque sorte. Vous voyez? Oui, Oui. oui. Donc, en fait, il faut toujours réussir à nuancer. Et c'est ce qui est très difficile. C'est ce qui est très difficile. Parce qu'on on est toujours très, très à la limite de la même, pour certains, de la manipulation. Hein, parce que beaucoup sont assis, n'ont aucun élément de ce qui se passe sur le théâtre, sur le terrain, mais vont donner des arguments comme s'ils étaient sur place. Vous voyez? Ah oui. Donc, faire attention à ce genre de choses-là. Et ce qui va faire que, ce qui va dénoter, et c'est aussi ce qui est très intéressant dans le choix que fait Chris sur cet exemple d'atelier, enfin, du moins de conférence, c'est qu'en fait, nous, quand on doit prendre position, il ne faut pas qu'on soit dans une sorte d'argumentaire pour convaincre. Il faut qu'on soit dans la dialectique. C'est-à-dire la dialectique va nous permettre d'être au-dessus des prises de position partisanes. La dialectique va nous permettre de dépasser les émotions et de donner un point de vue globaliste. Donc, Oui, oui, Axel. alors, vous m'avez entendu? Oui, oui, oui. Non, ah, là, j'ai pas entendu là. En fait, je dis, si je comprends bien, c'est que la dialectique nous rend en quelque sorte neutre dans un débat. Bien sûr. La dialectique, celui qui use de la dialectique est neutre. D'accord. Il est neutre. Parce que vous avez l'argumentaire, la démonstration ne vous rend pas neutre. Vous voyez? Parce que là, ça vous fait intégrer, même pour certains, de la manipulation. C'est comme je disais, je ne sais pas si vous avez suivi, je crois qu'il y a 3 semaines, où ils ont montré des militaires, je crois que ça devait être des militaires russes, qui signaient une réédition, sauf qu'en fait, en montrant les images en gros plan, on se rend compte que c'était des corps inertes qui ressemblaient plutôt à un scénario de jeu vidéo qu'à un théâtre de guerre. Vous voyez? Donc, Mhm. vous êtes dans la dialectique, on ne peut pas rentrer dans En cette dialectique. Ukraine, là. Oui, 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 c'est arrivé. Enfin, je ne sais pas Ah ouais, parce que nous, on a j'ai Chris, vu. il connaît, il y a BFM TV ici, ils sont très forts. Mhm. Ah oui, ils sont très forts dans ce truc-là. C'est ce qui fait que c'est une chaîne. Bon, alors, ça, c'est mon point de vue. Quand on veut s'informer, ce n'est pas la chaîne où il faut aller. Hein. C'est, Ah oui. oui, voilà. Donc, il faut toujours faire attention à ce qui va friser la manipulation. Il faut faire attention à ce qui va être la persuasion. Je vous avais dit que la persuasion renvoie à l'idée de sentiment. Donc, on est dans le sentimentalisme là. Okay. Oui. Alors que la dialectique, on vient enseigner. Jésus, par exemple, il était dans la dialectique. Ah oui. Jésus était dans la dialectique. Vous voyez? Et généralement, quand vous êtes dans la dialectique, vous allez vous rendre compte que vous allez faire l'unanimité sans même crier. C'est-à-dire que quel que soit le bord que vous allez croiser et rencontrer, ils vont être d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que vous avez apporté un enseignement. Vous avez apporté un éclaircissement. Et donc, quand vous voulez édifier un groupe, quand vous voulez édifier un peuple, on va plutôt être dans la dialectique. Si vous prenez l'argumentaire, donc ceux qui sont de votre côté, ils vont vous suivre. Mais ceux qui sont opposés à vous,
ne vont pas vous suivre. Si vous prenez, Ça, c'est dangereux. bah oui. Ça, c'est Oui, dangereux. mais quand on est dans une position où tout le monde veut suivre celui qui est le... Bien sûr, oui. Celui qui est le chantre de cette position-là, effectivement, va attirer. Et c'est aussi ce qui fait que, par exemple, la rhétorique n'amène pas à la dialectique. Parce que la rhétorique est en quelque sorte à sens unique. Oui. Oui. Et vous avez, si vous vous rappelez, ce que j'avais, je ne sais pas si on l'avait écrit, j'avais parlé de paralogisme. Oui. Oui, on On a l'avait entendu écrit ou parler. pas? Voilà, le paralogisme, en fait, ça va être un argument, une argumentation qui est très bonne. Vous voyez, une bonne argumentation, mais qui est fausse ou qui n'est pas convaincante. Et donc ça, on n'est toujours pas dans la dialectique. Vous voyez, je vous avais expliqué que nous, on a par exemple un personnage ici qui s'appelle Mélenchon, il est tout le temps dans le paralogisme. En termes d'arguments, ah ben, il est très fort. Il est très, très fort. Mais c'est dénué de Oui, sens. oui. Sauf que c'est masqué. Pourquoi? Parce qu'il parle très bien. Et surtout, il apporte des éléments, notamment des éléments historiques. Sauf qu'en fait, dans une communication, quand vous amenez des éléments historiques, ce sont des éléments figés. Donc, ça donne l'impression que c'est vrai ce que vous dites. Ça peut donner l'impression que c'est vrai ce que vous dites. Vous voyez? Sauf que ce n'est pas le cas. Et vous allez également vous rendre compte que, en politique, pour rester en politique, hein, ceux qui usent du paralogisme, ils vont moins faire appel à des chiffres. Donc, ils ne sont plus dans la démonstration scientifique. Vous voyez? Les arguments sont réduits. Si vous voulez parler d'une situation actuelle, on est aujourd'hui en 2022 et que vous faites appel à l'histoire de Napoléon, on va vous dire oui, mais voilà, et ça rejoint encore un peu ce qui se passe en Afrique. C'est-à-dire que la France, pendant un temps, oui, ok, la France, mais aujourd'hui, la France, bon, voilà, on a vu. Vous voyez, donc faire attention à la frontière, si vous voulez, à la limite entre l'argumentation, la manipulation, euh, l'inférence. J'avais parlé également de l'inférence. Donc, faire attention à alors, la persuasion, c'est un peu différent parce que là, on est clairement sur le sentiment, les sentiments. Faire attention à la rhétorique. Bon, la rhétorique, ça reste encore assez parcellaire. Ça reste encore très ancré dans des milieux, les milieux intellectuels. D'accord. OK. Et puis, vous avez le syllogisme. Alors, le syllogisme, en fait, n'apparaît pas forcément parce que c'est resté un concept très, peut-être trop philosophique. Vous voyez? Comme l'exemple que donnait Chris. Tous les hommes sont mortels. Vous voyez? Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Voilà. Donc ça reste très philosophique encore. Donc on ne trouve pas souvent des exemples de syllogisme aujourd'hui hein, dans la communication de manière générale. En revanche, voilà, la dialectique, on peut l'avoir. Mais je peux aussi vous rassurer, les hommes qui usent de dialectique, euh, très souvent, on a peur d'eux. Hein. Vous voyez, on a peur d'eux. Pourquoi? Parce que eux, ils ont tous les outils et les éléments pour pouvoir casser l'argumentaire de celui qui vient faire le sentimentaliste ou celui qui va arriver avec de l'inférence ou du paralogisme. Vous voyez? Donc, celui qui amène la dialectique généralement arrive avec, il vient pour apaiser. Je vous ai parlé de Jésus. Aujourd'hui, pour nous chrétiens, quand on évoque Jésus, à aucun moment on va évoquer des conflits. Vous voyez? Quand je parle de conflits, Jésus n'est pas venu pour opposer des peuples. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Oui. Oui, oui. Ok.
Alors, il est déjà 0 heure. Alors, on va continuer si vous avez des questions. C'est intéressant. Axel, on peut toujours continuer à échanger. C'est pas un problème. Si vous avez des questions, mais surtout si vous avez des exemples ou des domaines dans lesquels vous voulez clairement voir la différence ou l'impact que peut avoir la dialectique par rapport à d'autres éléments de langage, par rapport à d'autres points de communication, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. D'accord. En fait, moi, Bon, après tout ce que vous avez dit concernant la dialectique Oui, et l'argumentation, parlant d'argumentation, de persuasion, il y a mm, deux images qui me reviennent. Il y oui, a, par exemple, le politicien. oui, Le politicien qui est plus dans la persuasion, l'argumentation, parce qu'il a sa position à lui. Et oui, puis, je prends l'exemple peut-être d'un consultant en politique oui, ou bien d'un, voilà, des journalistes, par exemple, les consultants qu'on retrouve dans les débats télévisés, qui ne oui, prennent pas de position, mais qui s'expriment sur les faits, par exemple. oui, Donc, c'est un peu cette image-là que j'ai. c'est ça. Alors, absolument. Aujourd'hui, par exemple, hein, je vais prendre un exemple. On a un monsieur, bon, je pense que vous connaissez très, très bien, qui s'appelle Dominique de Villepin. Il est très, il est très connu en Côte d'Ivoire, je sais. Euh, Dominique de, Dominique Dominique de Villepin. de Villepin, non. Non? Ah bon? D'accord, Bon, moi, Hmm, je crois qu'il était ministre des Affaires étrangères c'est sous ça. Chirac. Dominique de Villepin. Aujourd'hui, c'est quelqu'un, quand vous l'entendez parler de la crise russe, vous dites, ah oui, d'accord. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à aucun moment, il prend position. À aucun moment. Du début à la fin de son argumentation, du début à la fin de son élément de communication, il ne prend position. En revanche, il met des éléments de thèse, des éléments d'antithèse, et il met une synthèse. Et quand il a la possibilité d'aller plus loin, il rajoute une conclusion. Je vous ai dit la synthèse, ce n'est pas la conclusion. Pourquoi? Parce que la synthèse doit être absolument fidèle à la thèse et à l'antithèse par rapport à leur corpus. Le corpus, je parle de la partie A, partie B dans la thèse, partie A, partie B dans l'antithèse et partie A, partie B dans la synthèse. Donc, on doit pouvoir retrouver le même schéma. Si vous avez quelqu'un, par exemple, et c'est ce qui, alors pour te répondre de manière un peu plus claire, Axel, généralement, vous allez voir que les politiques, même quand ils vont nuancer leurs propos, il y a une partie qui va être beaucoup plus importante que l'autre. oui, oui, oui. Voilà. Donc déjà, quand vous avez ce schéma-là, la personne n'est pas dans la dialectique. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Si vous avez quelqu'un, un homme politique, hein, dans un débat à la télé, qui, à un moment donné, a plusieurs positions, mais qui va prendre, alors, il a un temps de parole, et il va prendre 5 minutes pour donner une position, et 45 secondes pour donner une deuxième, et ensuite il revient pour une troisième, où il va repartir sur 4-5 minutes. Vous allez voir que cette troisième partie-là, c'est exactement la suite de la première partie. Et là, il n'est pas dans la dialectique. Ah oui, Pourquoi? Parce que les trois parties n'ont pas la même taille. ah, je comprends. Tu vois? Donc, ce sont des nuances qu'il faut avoir. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte que la communication est un pouvoir déterminant. Les Américains parlent de quatrième pouvoir. Vous voyez? Bien évidemment en énumérant le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Les Américains parlent, quand ils évoquent la communication, les médias, ils parlent de quatrième pouvoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a compris aujourd'hui que la communication est un élément déterminant dans tout ce qu'on fait
quand on cherche des résultats. Quand on cherche des résultats. Moi, je le vois aujourd'hui en foot, en sport, en foot. euh, le clan de Kylian Mbappé, mais en termes de communication, à mon avis, ils doivent avoir des experts. Ils ont des champions. Ah oui. Ils ont des champions. Ils ont des champions. En fait, à chaque fois qu'il y a un départ de feu, ils sont capables de l'éteindre très rapidement. Vous voyez? Et ça, malheureusement, je pense qu'on n'a pas tout à fait bien compris. En Afrique, on ne l'utilise pas beaucoup. On n'utilise pas beaucoup la communication, vraiment. Parce que si on utilisait la communication, euh, on aurait des, alors je ne dirais pas des peuples, mais on aurait une sorte d'intelligentsia, une sorte de l'échange dans nos pays. Ah, quelqu'un a levé la main? Ah, mais je n'ai pas vu. Je crois que c'est... Oui, c'est moi, j'ai levé la main. Ah oui, oui, Oui. Tout à l'heure, tu as parlé en tout cas, du pouvoir de la communication, oui, du fait que c'est un élément vraiment déterminant. oui, Et j'aimerais savoir si en ce moment, il y a des travaux, en tout cas pour trouver d'autres formes de communication. Parce que là, on a parlé de la dialectique, mais oui, quand j'analyse bien, j'ai l'impression que c'est un dogme dans, oui, dans sa mise en application. Et par rapport aux objectifs que nous avons, est-ce oui, que ça va toujours avec disons, avec ce dogme? Parce que si on veut vraiment communiquer un message, parce que l'objectif, c'est de pouvoir passer notre message et bien sûr, d'impacter, d'atteindre notre objectif. bien Et donc, sûr. si on se rend compte que finalement, en suivant ce dogme, on n'arrive pas forcément à atteindre notre objectif, euh, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen de peut-être réfléchir à d'autres formes je sais pas, de communication? C'est pourquoi je cherche à savoir si en ce moment, il y a des travaux un peu dans ce sens pour d'autres formes de communication. D'accord, d'accord. Bon, on était surtout resté sur la dialectique comme un élément, un outil philosophique. Donc, c'est ce qui fait que beaucoup n'ont pas fait attention à l'impact que pouvait avoir la dialectique sur l'évolution de la communication, mais simplement sur l'évolution personnelle. Chris, tu me suis? Oui, Alors, aujourd'hui, ça revient, mais dans des milieux très sélectifs. Très sélectifs. Moi, pour être très honnête avec toi, ça m'a surpris quand tu en as parlé. Je me suis dit, ah, euh, il faut vraiment être équipé du Saint-Esprit pour ressortir ce concept. Parce que c'est très utile pour nous, du moins, nous qui sommes chrétiens, mais surtout qui avons pour objectif, quelque part, de pouvoir intégrer les sphères et surtout impacter, on a besoin de ces outils-là. On a besoin de ces outils. Pourquoi? Parce que les communicants, les outils et les organes de communication dépeignent les chrétiens sous un angle. Vous voyez? Euh, je vais vous faire une aparté rapidement. Moi, quand je donne les cours, quand je donne les cours, j'ai beaucoup d'étudiants qui m'observent et qui me disent, mais c'est bizarre, vos cours sont bizarres. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des éléments que je n'utilise pas. Bon, Chris, tu le sais, moi, par exemple, je n'utilise pas la chance. Quand je dois parler d'un concept où on intègre la chance, je parle toujours de la grâce. Du coup, ils sont toujours un peu surpris à chaque fois des éléments que j'utilise. Mais ça, par exemple, quelqu'un qui m'observe va parler de prosélytisme. C'est même déjà arrivé, hein, c'est même déjà arrivé, où voilà, on m'a un petit peu suspecté de prosélyte. Et ça, en fait, il faut qu'on soit en mesure, en termes de communication, d'utiliser des outils dont on dispose pour pouvoir convaincre les gens. Vous voyez, je ne rentre pas dans mon cours en disant aux gens que Jésus sauve. Hein.
Je ne rentre pas dans mon cours en disant aux gens que les versets, mon peuple périt par manque de connaissances, ou que Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Je ne le fais pas, ça. Par contre, il peut m'arriver d'intégrer même des expressions qui sont des versets bibliques, mais dans un corpus, dans un groupe, dans un groupement linguistique où ils reçoivent, bien évidemment, ils comprennent, mais ils ne savent pas que ça vient de la Bible. Donc, les éléments que nous, on peut utiliser, donc, ce sont les éléments qui existent déjà. Actuellement, est-ce qu'il y a des éléments qu'on étudie en termes de communication? Je ne pense pas qu'il y ait des travaux aujourd'hui. Parce que si quelqu'un doit le faire, c'est simplement dans les milieux universitaires. Hein. Parce que dans tout ce qui est scientifique, eux sont plutôt dans la course effrénée au niveau de la technologie. On parle de la 5G, voilà, on parle de la puissance des données, de la puissance de transmission des données. Vous voyez? On ne parle pas de raisonnement. Je ne sais pas si tu me suis, Chris. Oui, je comprends tout à fait. Voilà. En fait, j'ai posé la question, Oui, oui. parce que bon, c'est vrai, c'est pas en lien, mais en fait, je voulais savoir par rapport à la dialectique aussi s'il y a des travaux dans ce sens, parce que je sais que dans le domaine du management, Oui. en ce moment, bon, ça avéré que la plupart des théories qui étaient, en tout cas, le fondement du management, disons, des temps modernes, Oui. ne sont plus efficaces. Dans ce moment, il y a Oui. pas mal de Oui. réflexions dessus pour Oui. pouvoir mettre en place de nouveaux systèmes. Donc, je me suis dit, au niveau de la communication, Oui. est-ce le cas? Alors, Peut-être que bon, les gens se sont rendus compte qu'en termes de dogme, puisque la dialectique, c'est un peu comme un dogme aussi, la communication, est-ce que c'est repensé, c'est révisité, ce genre de choses? ça peut l'être. Ça peut l'être. Mais, encore une fois, si ça doit l'être, c'est seulement dans les milieux universitaires. Comme j'expliquais, les scientifiques sont plutôt dans un autre registre. Après, en termes de communication, aujourd'hui, tu as parlé du management, on est plutôt sur l'utilisation des anglicismes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on est dans un, entre guillemets, hein, aujourd'hui, on définit un peu le monde comme un immense village planétaire. Et donc, pour pouvoir interconnecter tout le monde, il faut utiliser une langue qui est utilisée partout. Ce qui fait qu'il y a une forte intrusion, bon, je pense que tu as dû t'en rendre compte, il y a une forte intrusion des anglicismes dans la communication. Et aujourd'hui, euh, un manager qui n'a pas d'anglicisme dans son vocabulaire est un manager qui ne va pas faire long feu. Tu vois? Mais D'accord. voilà, en termes d'éléments de communication, comme peut être la dialectique, je ne sais pas s'il y a des recherches, mais s'il y en a, à mon avis, on est plutôt avec les philosophes. Donc, on est plutôt sur les sciences humaines. Pour moi, ce que j'ai remarqué sur les dernières années, sur les 2, 3 dernières années, c'est ce que j'expliquais. Donc, c'est les anglicismes qui font une entrée fracassante dans les éléments de communication. Je parle bien évidemment dans les sphères de la finance, des technologies, du trading, enfin voilà. Quand je dis trading, voilà, quand on parle de trading, ce sont des anglicismes qu'on utilise alors que ce sont des mots, enfin, ce sont des mots qu'on n'utilisait pas il y a quelques temps. Voilà, aujourd'hui, on ne dit plus PDG, on dit CIO. Voilà, ce genre de choses-là. On veut parler d'image de marque, on dit branding, par exemple. Et, euh, et c'est vrai que dans les hautes sphères, c'est quelque chose qui prend énormément de place. D'accord. Merci beaucoup. Tom. Ben, C'est bon pour moi. il n'y a pas de quoi. Hein. Est-ce que Axel a une question? Axel est encore avec nous? Oui, je suis là, je suis là. Bon, là,
En fait, je sais pas, mais moi, si je dois poser une question, c'est pourquoi maintenant il faut vraiment faire intégrer tout ce qui est anglicisme dans notre système de communication. On entend souvent en français parler bon, quand tu veux peut-être Mm. aller parler de tes compétences, dire mon background, des trucs comme ça. Bon, en C'est fait, ça, voilà, c'est background, des ouais, mots anglais qui viennent. c'est ça. Bon, est-ce que cela est adopté par l'Académie française? Bon, pour finir, parce que moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que les pays francophones sont en train de, je veux dire, dans le système d'offre d'emploi, par exemple, Oui, pour être plus compétitif, va falloir comprendre, va falloir parler l'anglais. Moi, par exemple, dans les mines, on me demande à ce qu'on soit bilingue, surtout dans le domaine du pétrole. mhm, Donc, il y a ça, tout ça et ça te donne encore plus d'opportunités parce mhm. que les coopérations se font maintenant et avec les pays francophones et surtout aussi avec les pays. Oui, bah, il faut comprendre qu'on on a quand même, malgré tout, développé un complexe envers les Anglais. Je parle des Français. Mais comme j'expliquais, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un immense espace de libre-échange au niveau mondial. Et donc, la langue qui va permettre d'interconnecter tout le monde, que ce soit le chinois, le pakistanais, le camerounais, le guatémaltèque, donc ça va être l'anglais. Pourquoi? Parce que c'est la langue qu'on va retrouver dans les usines, dans la fabrication, dans les échanges commerciaux, quand on voyage dans les annonces, partout. En fait, finalement, c'est l'anglais qui va être cette langue-là qui va faire la transversalité entre toutes les peuples et toutes les communautés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'anglais est utilisé un peu partout. Quand on arrive dans une conférence, on n'a pas besoin d'aller aux Nations Unies, hein. On commence d'abord par l'anglais et ensuite, le contenu est décliné dans plusieurs autres langues. Vous voyez, vous allez au Parlement européen, on est en France, Parlement européen, quand il y a un discours, vous avez plusieurs langues. Donc oui, évidemment, vous allez choisir la langue qui est votre langue parlée pour mieux comprendre le discours, mais la première langue qui est proposée, c'est l'anglais. Et donc, comme je disais, Oui, oui. aujourd'hui, dans le milieu de la finance, et très bien comme tu dis, que ce soit dans la finance, même aujourd'hui en droit, on est sur des anglicismes qu'il n'y avait pas il y a quelques temps. Tu as bien parlé de background. euh, voilà, pour parler de pétrole, on parle des offshore. Bon, après, les offshore, ça existait depuis, mais c'est aujourd'hui qu'on va plus en entendre parler. Tu vois. Et dans le domaine du marketing, alors là, ça, là on se demande même si l'anglais ne va pas finir par phagocyter l'anglais, le français plutôt, pour s'imposer. Parce que moi, chez moi, il y a une école, l'IAE, où les cours à partir, on est en France, hein, on est en France, les cours à partir de la deuxième année sont exclusivement en anglais. Oui, oui. Dans une université publique. On n'est pas dans le privé. Vous voyez? Donc aujourd'hui, tout ce qui est management, marketing, on n'a que des anglicismes. Je vous dis, branding, CIO, benchmark, euh, c'est que ça. C'est que ça. Vous voyez? Donc je pense que là, pour nous, il est vraiment important de continuer à nous exercer, mais surtout à nous préparer notamment par exemple en utilisant la dialectique, même si on est dans l'argumentation. Hein. L'argumentation n'est pas une mauvaise chose, au contraire. L'argumentation, le raisonnement, l'inférence, ce ne sont pas de mauvaises choses. Mais si on veut passer, être au-dessus, par contre, il va falloir plutôt user de dialectique. D'accord. D'accord. OK. On est bon? Oui, c'est bon. Oui, oui. OK.
Ok. Donc, Chris, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Euh, j'ai compris que c'est enregistré, hein, c'est ça, hein? Ouais, je crois que ton micro n'est pas activé. Allô? Oui, voilà, c'est bon. Là, on t'entend. Oui, oui, c'est ça. Tout à fait, c'est enregistré. Voilà. J'espère que beaucoup pourront se connecter pour prendre pour prendre connaissance du contenu. Que c'est vraiment important qu'on puisse aller sur ces éléments-là. Pourquoi? Parce que on ne fait pas assez attention, mais on en a vraiment besoin. Pour nous qui sommes en Christ, on ne peut pas se cacher. Voilà, comme c'est écrit, hein, dans la parole, on ne peut pas mettre une lumière sous un boisseau. Voilà. Et il faut que notre lumière puisse rejaillir, et notre lumière est surtout teintée de vérité. Et pour moi, c'est un élément qui peut nous emmener justement à nous maintenir dans la vérité. La dialectique nous permet d'avoir toute la largeur et comme je disais, hein, le même cheminement, donc du départ, en passant étape par étape pour arriver à la conclusion et arriver à un raisonnement qui permettra de montrer que nous sommes différents. Nous sommes différents. On n'a pas besoin Amen. de montrer qu'on est au-dessus pour que ça apparaisse qu'on est au-dessus. Donc voilà.